Merci beaucoup. Donc un petit peu dans la suite du travail de François et dans une communication qui était prévue hier dans la partie plutôt historique, je vais essayer de vous parler des mares solognotes et vous montrer en quoi elles constituent une géohistoire singulière. Alors, c'est un travail que j'ai effectué avec Bernard Eudes qui est l'ancien président du groupe de recherche et d'archéologie et de l'histoire de la Sologne, qui s'appelle Le Grasse, et moi-même, et je prends une casquette dont je vous ai pas parlé hier, qui est celle de président du groupe d'histoire des zones humides, et il y a au fond, à gauche, la plaquette toute neuve du groupe, et donc n'hésitez pas à la fois à m'en parler et à prendre une plaquette si cela vous intéresse. Alors, ce qui est intéressant en Sologne, c'est que leur présence est attestée depuis le Moyen Âge et qu'on a finalement des sources assez nombreuses, iconographiques, textuelles, qui permettent de retracer leur histoire. Et alors, leur histoire est évidemment moins connue et étudiée que celle des étangs, en tout cas moins étudiée, moins connue aussi parce que moins étudiée, les étangs étant beaucoup plus emblématique de ce territoire sologno, même s'ils sont moins nombreux et souvent moins anciens. Je vous ai mis des extraits, en particulier de deux plans terriers, du château de la Cour qui est dans la Sologne du Loiret, et d'un acte notarié de 1710, le tout étant facilement consultable aux archives départementales du Loiret. Et donc, on a donc pour la Sologne une aporie, une amnésie, qu'il s'agit d'éclairer, ce d'autant plus que les mares on l'a vu dans les communications d'hier, tendent un petit peu à être redécouvertes autour de fonctions de l'Ouest. Alors cet oubli, il est bien sûr lié à la quasi-disparition des fermes, de l'agriculture et de l'élevage, qui a enlevé beaucoup d'usages. Et vous regardez les petites cartes, là on est en Sologne du Centre, à Bernard-Filly-en-Gaux et Saint-Viâtre. Vous voyez, entre 1955 et 2002, j'ai pas eu le temps de rentrer la dernière carte que j'ai pu faire, on voit un paysage qui se ferme, les bois qui progressent et l'agriculture qui a pratiquement quasiment disparu. De même que je vous ai mis un couple de photos avec la mare dans les années 30 et c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais cet oubli, il est aussi lié à un mépris spatial qui reflète tout à la fois la déconsidération de la Sologne rurale par les élites du XIXe siècle. Je ne vais pas tout vous lire, mais regardez ce que dit Georges Sand, qui traversait la Sologne pour aller en Brenne. Elle dit « La végétation sauvage est aussi pauvre que les produits de la culture. La terre est pâle, les bruyères, l'écorce des arbres agourris, les buissons, les animaux. Les habitants surtout sont pâles, livides même, malheureux et vaste pays qui se dépêchent, insalubre dans une sorte de marasme moral et physique de l'homme et de la nature. » Voilà, il y a au XIXe siècle, dans une pensée physiocratique et hygiéniste, il y a une violence contre les zones humides et en particulier contre la Sologne, qui est absolument invraisemblable. Alors aujourd'hui, ce mépris, c'est presque un mépris de classe, et je rends un peu hommage à Michel Pinson, qui nous a quittés il y a peu de temps. Vous savez, les Pinson-Charlot qui ont travaillé sur la sociologie des riches. Et la Sologne aujourd'hui appartient, c'est un domaine de très grande propriété et de très grande propriété qui tend de plus en plus à être aux mains dans les grands capitaines d'industrie, Bouygues, Bolloré, Sédou, etc., qui ont une tendance à enclore leur propriété ou du moins à la soustraire au grand public pour y exercer de la chasse. Bon, j'ai un truc qui s'est pas affiché. C'est pas très grave, avec un engrillagement, la carte n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, dans ces propriétés, les mares, d'abord, ne les intéressent pas, sauf si elles sont synégétiques. Et de toute façon, elles sont soustraites. Oui, voilà la carte, elles sont soustraites à la vue. C'est un programme qui avait été conduit par l'INRA dans lequel j'avais fait tout le volet inventaire de l'engrillagement, suivi de l'engrillagement et des logiques en Sologne, ce que vous voyez apparaître un petit peu. Et donc l'objectif, c'est sortir les mares de l'oubli et par leur prisme de reconstituer la vie quotidienne des Solognos
et ce à plusieurs dates clés de l'histoire régionale. Alors, ça pose aussi la question des usages et l'utilité des mares dans un territoire qui est parsemé d'étangs et où les rivières sont fréquentes et l'humidité constante. Pourquoi la mare était indispensable alors que l'eau est omniprésente en Sologne? Et donc, ça nous amènera aussi à réfléchir autour des usages. Alors, la mare dans la Sologne du Moyen-Âge, on a peu de sources, essentiellement des sources textuelles. On a quand même une très belle thèse, qui est la thèse d'Isabelle Guérin, qui a travaillé sur la Sologne. Et les mares sont appelées fosses, et elles sont tellement parties du paysage finalement qu'elles sont relativement peu évoquées, sauf à l'occasion d'un litige ou d'un délit. Et là, on les voit apparaître. Et donc, je vous ai mis un extrait le 26 octobre 1385, où on a un délit de pêche dans une fosse, et on voit que le malheureux qui a pris un petit peu des petits carpeaux et des brénettes a été condamné à être battu par la ville de Blois, mis à l'échelle, avec autour de chacun d'eux 2 ou 3 poissons pendus au col en dénotement, comme si c'était un poisson volé. C'est-à-dire, voilà, on trouve là un élément de la brutalité quand même de la justice médiévale, dès lors qu'un cerf prend des éléments, enfin un bien qui appartient au seigneur. Deuxième temps, maintenant, la mare dans la Sologne du XVIIe au XVIIIe siècle. Alors, autant la Sologne est un pays de cocagne au XVIIe, à proximité de Chambord, et on a au XVIe, beaucoup une culture assez intensive. C'est un peu un âge d'or de la Sologne. La Sologne qui est un bon pays, contrairement à la Beauce qui est un mauvais pays. Vous voyez, un renversement total. Mais avec les guerres des religions, je ne vais pas rentrer dans le détail, toute cette économie qui était intensive disparaît, et on va avoir de très grands propriétaires, 10 000, 15 000 hectares, absents, avec une conduite très extensive. C'est un mode de rentabilité de la Sologne. Aucun entretien, et avec de grandes brémailles, c'est-à-dire une lande à Erica scoparia, et énormément de moutons. Et plus aucun entretien. Et la Sologne, du début du XVIIe siècle jusqu'à Napoléon III, jusqu'à 1850, va être totalement insalubre et va faire ce mauvais pays, ce pays des fièvres et ce pays d'une très grande misère. Et on voit dans un plan terrier de 1700, ici, finalement, il y a des espèces de clairières. Alors, il y a des châteaux, des clairières, et le tout avec ces landes à brémailles. Et la bruyère balai, elle fait 2 mètres 50 de haut. Donc, c'est des espèces qui sont quand même, c'est une espèce qui est quand même assez haute. Et donc là, on voit deux logiques, des mares de ferme aux proximités des châteaux pour un basse-cour et usage domestique. Vous voyez, non. Vous voyez ici, là, une mare qui est à côté de la ferme. Et l'autre logique est, sachant qu'il y a 150 jours de maigre par an et que le personnel, en particulier tout ce qui est les nobles, les gens des châteaux, sont quand même assez croyants, on va voir apparaître, la diapo d'après, je vais un peu vite. Là, on retrouve aussi, regardez ici, une mare dans une prairie, donc il y a aussi des mares. Alors, pourquoi les mares, pourquoi les bestiaux ne vont pas à l'étang? Parce que les paysans n'avaient pas droit d'abreuvement dans les étangs. L'étang était pour les seigneurs, ils ne pouvaient pas que les berges soient saccagées, c'était beaucoup pour la pisciculture et en partie pour la chasse, et donc les mares sont complémentaires, et l'étang ne remplit que très rarement ses fonctions. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu vite, on est ici dans le prieuré de Boulogne, et ici, vous voyez un vivier, ici, vous voyez un gardoir. Donc, on a des mares qui sont liées au régime catholique. Cette situation va perdurer jusqu'à la moitié du XIXe siècle, malgré quelques tentatives de conditions de vie des Soloniaux. Il y a là, dans ce château de Monotel, un physiocrate, un novateur qui, une trentaine ou une quarantaine d'années avant Napoléon III, essaie d'un petit peu améliorer le secteur. Et on retrouve ici, ça ne voit pas bien, vous voyez, une ferme isolée et à proximité une mare avec les fonctions domestiques.
Alors, la grande histoire après la Sologne, c'est Napoléon III qui a des attaches familiales, hein, en particulier à la Ferté-Beauharnais, et il va lancer dès 1851, alors qu'il n'est pas encore empereur, la bonification de la Sologne. Et là, le tableau le montre près d'une barre qui est un symbole aquatique de la ferme. Et moi, j'aime beaucoup cette apologie du XIXe siècle, où on voit Napoléon III qui est grimé en paysan, avec une fermière qui est à côté, et avec pour mot, vous le voyez pas bien, la messe, le château, le comice agricole. Et on est dans une espèce d'idéal agricole qui va durer. Cet idéal agricole qui définit en Sologne un système qui était très bien pour la biodiversité, puisqu'il y avait un système agro-sylvo-cynégétique, et vous voyez qu'il y a à la fois des bois, des prés, encore un petit peu de lande et des étangs. Mais vous voyez, dans cette évolution entre 1913 et 1955, finalement, cette Sologne, de Napoléon III jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle reste relativement inchangée. Et on y trouve ce que je vous avais montré hier matin, enfin hier en début d'après-midi, tous les usages qui sont courants, tous les usages domestiques que l'on peut voir. On a de nombreuses traces, en particulier il y a Grand Cirque, il y a beaucoup dessiné la Sologne, il y a énormément d'esquisses. Dans les journaux, on trouve les ventes d'une propriété avec des mares. Je vous passe le détail, mais vous voyez, le fait que la mare soit mentionnée dans l'acte de vente montre que c'était quand même un atout pour vendre la propriété. Et on trouve les fonctions des mares à proximité des vermes, des mares d'abreuvement. Vous voyez ici des mares pour laver le linge que l'on peut voir ici. Et un petit peu les fonctions assez usuelles des mares. Deux originalités quand même en Sologne, une très grande fréquence des sangsues. Il y a en particulier dans les contes et légendes soloniaux, il y a beaucoup de contes autour de ça, et qui étaient essentiellement un travail de femmes. Et aussi, dans les Tuileries, beaucoup d'équipes qui faisaient des fosses à glaise, et il y a encore énormément de mares qui correspondent à l'extraction d'argile qui s'est arrêtée. Et finalement, dans cette carte de Saint-Aubin de 1938, on retrouve cette logique, la ferme de la Vinette avec une mare, et les étangs, comme l'étang de la Pommeraye, qui est un petit peu loin, mais des fonctions qui sont assez ciblées. Alors, depuis la mare dans la Sologne cynégétique, si vous avez en mémoire les petits schémas que j'avais faits, aujourd'hui la Sologne est essentiellement boisée. C'est la plus grande forêt de France après les Landes. Disparition des cultures, apparition un petit peu de lotissement dans les centres bourgs. Beaucoup d'étangs qui disparaissent, qui deviennent plus petits, et une totale disparition des prés. Donc, les mares sont complètement oubliées. Elles sont enfouies dans les paysages, largement primatisées, interdites d'accès public, oubliées, déconsidérées dans les matrices boisées, ou alors comblées dans les fermes. Là, je vous ai mis un extrait du cadastre de 1955, et vous voyez, tous les points rouges correspondent aux mares qui ont été comblées entre 1955 et aujourd'hui. Et en face, vous avez un couple assez caractéristique. La carte postale que je vous avais montrée, et ce qui est devenu, c'est un gîte aujourd'hui. Alors, en conclusion, la mare solognote à l'art des loisirs, il y a évidemment de nouvelles fonctions. Il y a pratiquement 1 ou 2 centres équestres en Sologne par village, des fonctions autour des lotissements, beaucoup de fonctions ornementales, encore quelques fonctions qui sont liées à l'incendie. Une mare dans un habitat isolé ne peut être comblée pour des raisons de sécurité, des fonctions pédagogiques, des fonctions comme en haut aussi, dans un secteur qui est très humide, les maisons sont construites sur des remblais et avec, c'est un petit peu la même logique que François vient de nous présenter, et il y a des mares qui sont autour, qui correspondent à l'excavation, et des mares de chasse, comme vous voyez à droite. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire à un moment où il y a un regain d'intérêt autour des mares, outre ces nouvelles fonctions qui sont pas totalement inintéressante en termes de biodiversité, il y a aussi un travail de mémoire à faire
pour remettre ces mares, hein, pour les réexpliquer, pour les retrouver et pour montrer qu'elles ont correspondu pendant des siècles, hein, qu'elles étaient très présentes à un travail de la Ligue domestique. C'est un travail que, avec Loiret Nature Environnement et Valmar, j'avais fait en 2006 hein, dans une exposition qui avait été montée, et nous avions aussi dans la même opération fait un sentier VTT autour des mares avec deux boucles, et chacune des mares où il y avait, alors, moi je suis pas très fan hein, des grands panneaux explicatifs, hein, mais il y avait juste la mare et l'office du tourisme donnait des éléments. Et à chaque fois, il y avait une explication historique de à quoi avait servi la mare à un moment donné. Je vous remercie.